Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Mesdames et messieurs, bonjour, bon dimanche. Si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307. Nous nous excusons pour ce petit retard, c'est juste un problème technique. Alors, nous aurons deux invités de pointe de taille aujourd'hui. Monsieur Mbéo Josué, l'honorable, qui est venu nous rendre visite à Info TV, et monsieur Armand Parfaitia, qui a l'habitude de venir ici. Alors, bonjour monsieur Mbéo Josué. Bonjour madame. Bienvenue sur Info Télévision. Merci. C'est un honneur de vous recevoir. Je crois que c'est la première fois que vous arrivez ici. Naturellement, le plaisir est partagé. D'accord. Nous avons eu le renouvellement des organes de base, vous qui êtes du RDPC. Il y a eu quelques couacs, entre autres, justement, des zones cassées. Il y a eu quelques petits bagarres dans plusieurs régions. Que pouvez-vous dire, justement, de ce petit désordre qui a été remarqué? Non, ce que nous retenons d'entrée du jeu, c'est que le RDPC, notre parti, à travers ces renouvellements, a voulu renouveler la classe dirigeante à la base. Ce qui veut dire, vous savez, la politique, c'est un jeu qui a des enjeux. Ça peut amener les autres à être un peu extrémistes, comme d'autres à accepter la victoire au soir des résultats. Ceci dit, il y a certains de nos camarades militants qui n'étaient pas dans la posture des présidents à tout prix, à tous les prix. Ce sont ceux qui étaient dans cette posture qui n'ont pas voulu accepter parce que, disons, la politique... Mais quelque part, c'est aussi un effet de masse parce que ces comportements, ces agissements se retrouvaient dans plusieurs régions, dans plusieurs villes et arrondissements. Le faute étant populaire, vous voyez un peu. Ce qui veut dire que si on a affûté, on a préparé une élection... Mais que dit la discipline du parti à ce sujet? Le vote était encadré par deux textes, c'est-à-dire la circulaire du chef du président national et la note du secrétaire général pour encadrer le processus de renouvellement. Maintenant, si un militant qui ne se sentait pas, qui voulait passer par les mailles de la circulaire ou par des... pouvait manifester un ensemble de stratagèmes pour pouvoir faire passer sa liste, oh que non. Parce que ne pouvait avoir accès au poste de président de section que si et seulement si on avait antérieurement participé ou adhéré, milité dans cette section. Maintenant, certains de nos camarades n'ayant pas encore milité ou étant pris par l'esprit de militantisme ou voulant adhérer, voulaient à tout prix passer par le haut. Or, on ne commence pas la politique par le haut, c'est par la base. Maintenant, donc, quand il s'agissait de valider ou d'invalider une liste, ça pouvait soit retenir l'assentiment de ces militants ou celui-ci sortait complètement des secondes pour pouvoir gâter le processus ou vouloir complètement, qu'est-ce que vais-je dire, annuler ou invalider les listes des autres. D'accord, merci. Alors, monsieur Armand Parfaitia, on parle de rigueur et de moralité dans le RDPC, c'est pas ce qui a été constaté. Nous n'avons pas vu aussi des sorties peut-être du gouvernement pour peut-être condamner justement ce genre d'acte. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi est-ce que quand c'est d'autres partis, peut-être l'opposition, nous avons le MINAT qui a souvent l'habitude de sortir et cette fois-ci, il n'y a aucun membre du gouvernement qui est sorti? Je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a peut-être eu une réaction tardive, puisqu'il y a eu quand même la raison d'État qui a prévalu. Il y a des militants qui ont été interpellés, principalement à Bembis, et qui aujourd'hui seraient poursuivis au niveau du tribunal militaire. D'accord. Peut-être au niveau du RDPC, lorsqu'on parle de rigueur, de moralisation, discipline, le problème c'est qu'il faut comprendre qu'il y a également l'arrivée des réseaux sociaux qui ont beaucoup muté avec, par exemple, tous ces autres réseaux que nous avons aujourd'hui au niveau des téléphones portables et autres. Il y a souvent eu ce genre d'agissement d'antan. Je pense qu'il faut comprendre également que la politique au sein du RDPC, c'est quand même le parti proche du pouvoir. D'aucuns disent même c'est le parti au pouvoir. Donc cela suscite un regain d'intérêt par rapport à la compétition interne au niveau du parti pour l'accès et l'acquisition de certains postes au sein du RDPC. Donc cela est compréhensible. Il faut tout simplement de plus en plus faire un rappel au civisme, au respect
des lois et règlements de la République, parce que nul n'est au-dessus de la loi, et surtout que le parti politique est une association politique privée. D'accord. Donc, il faut plutôt, quelque part, féliciter la raison d'État qui a prévalu. Et je pense que nous devrions nous attendre bientôt à une sortie, je crois, du ministre de l'administration territoriale. Nous l'espérons qu'il y aura une sortie du ministre de l'administration territoriale face à justement cette décadence qui a été constatée. Nous allons rester dans le même cadre avec ce reportage de Jean-Bruno Efagono. Route barrée sur l'Anvila, prompte intervention de l'élite. Ces arbres ne sont pas tombés par la force de la nature ou d'un vent violent, mais plutôt par l'action purement humaine. La scène se produit ici, sur le pont de la rivière Mvila, ce lundi 27 septembre 2021. Les populations de l'arrondissement d'Ebolva 1er barrent la route nationale numéro 17, reliant Ebolva Kribi, passant par Akom 2. C'est la route Ndjongoto 1. Et 2. Un tronçon qui donne des insomnies même aux conducteurs des véhicules 4x4 ces derniers temps, dans une zone où le noir dicte aussi sa loi à travers le manque d'électricité. De tristes réalités à l'origine de ces mouvements d'humeur. Des rassemblements qui se tiennent jusqu'à l'arrivée des ministres, notamment Jacques Famendongo, ministre d'État, ministre des Enseignements supérieurs et première élite politique dans la région du Sud, accompagné de Gaston Elundu Essomba, ministre de l'Eau et de l'Énergie, le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, le délégué régional des travaux publics du Sud et bien d'autres autorités locales pour un tête-à-tête ouvert et franc. Chaque jour, on vient avec les caméras ici pour dire que les travaux de la route Ebolva Kribi ont commencé. Pourtant, il n'en est rien. Nous sommes fatigués. Il ne faut pas demander aux joueurs de l'harmonica de jouer alors que l'instrument est déjà posé sur ses lèvres. Voici la personne qui porte vos informations pour la cour du roi. Et avec nous, il faut savoir qu'une fois qu'on va se séparer ici, chacun d'entre nous fera un rapport acquis de droit disant que nous sommes venus et que nous avons nous-mêmes palpé la réalité du terrain. La seule chose que nous vous demandons, c'est que ces mouvements s'arrête. Une rencontre qui permet de remettre de l'ordre et trouver des conclusions et des solutions imminentes. Une fois au courant de la situation dans laquelle vous vous êtes trouvé ce jour, mon frère le ministre professeur Jacques Famendongo m'a appelé et nous nous sommes immédiatement levés pour venir palper du doigt ce qui se passe réellement ici au village et que immédiatement nous cherchions à arranger ce problème. Sinon, durant mon parcours pour ici, moi-même j'ai vu les fils de courant posés à même le sol. Alors, notre première action dès demain, c'est la descente avec Eneo, le ministère de l'Eau et de l'Énergie, pour le début de la réhabilitation de la ligne. En urgence, les moyens sont disponibles selon les dispositions possibles pour que ce travail aille de plus en plus loin tout en tenant compte que c'est le style de projet qui s'exerce à court, à moyen et à long terme. Des conclusions favorables avec la réouverture de la route sur les deux endroits barrés. Et voilà des tristes réalités qui font malheureusement le quotidien de certaines populations du pays organisateur, mais visiblement méconnues des autres citoyens camerounais. A préciser qu'après cette rencontre et dans un communiqué final produit pour cet effet, il est indiqué que depuis ce matin, une équipe technique Eneo, direction de l'énergie au ministère de l'Eau et de l'Énergie, la délégation régionale du dit département ministériel dans le sud se trouve sur le terrain pour exécuter les instructions du ministre de l'Eau et de l'Énergie, M. Gaston Elundu Essomba, qui annonce le suivi diligent du déblocage d'une dotation initiale de 200 millions de francs CFA en respectant les normes réglementaires pour l'extension du réseau électrique de l'axe routier
dossiers concernés, les populations ont exprimé ostensiblement leur joie suite à cette annonce. Pour ce qui est de la route, une information puisée à bonne source à la délégation des travaux publics du Sud fait état de l'arrivée sur l'axe dont il est question dès la mi-octobre 2021 des engins devant mettre en œuvre les travaux relatifs au bitumage de la nationale numéro 17 appelée dans la langue locale un Njongoto. Et toujours dans ce communiqué, il est dit que tous les autres dossiers seront résolus progressivement selon la précision du gouverneur de la région du Sud. Ceci à la grande satisfaction de l'auditoire. Et pour finir, et au nom du secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Jean Kouété, le chef de la délégation permanente régionale du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le ministre d'État Jacques Famendongo a félicité les militantes et militants pour leur maturité et leur sens aigu de responsabilité. Tout un hymne à l'unité et à la paix a même été entonné pour ce faire. L'intervention de l'élite sur la route barrée de l'Anvila a fait des échos. Alors, monsieur le député, vous qui êtes originaire et qui êtes député justement de la ville à Sud-Ouest, qu'avez-vous comme regard face à cette descente de l'élite des ministres qui ont conversé avec les populations face à justement le manque d'énergie et puis les routes qui ne sont pas praticables? Voyez-vous, Odile, nous ne pouvons qu'encourager, féliciter cette prompte attitude, cette prompte réaction de l'élite du Sud, notamment le ministre d'État, le professeur Jacques Famendongo, en sa posture de chef de délégation permanente régionale pour le Sud, mais aussi en tant que fils du Sud. Des crises, nous sommes dans un environnement de crise, de tension. Oui. Donc si on laisse prospérer une tension, on ne sait pas comment, ça peut dégénérer, ça peut aller dans tous les sens. Parce que si nous retournons, lorsque nous questionnons l'histoire, nous allons trouver que la crise que nous vivons actuellement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest avait commencé comme ça, par des revendications des groupes, notamment les enseignants, les juristes. Voilà. Mais s'il y a eu une prompte réaction, que ce soit de l'élite locale ou du gouvernement, on n'en est pas en arrivé là. Pour vous parler du Sud, vous ne pouvez pas, si vous refusez l'eau, et la route, le courant en individu, vous ne lui avez rien donné. C'est comme s'il vit la mort. Parce que l'homme du village, l'homme dans sa globalité a besoin de la route, a besoin de l'eau, a besoin de l'électricité. Voilà, nous vivons une promesse du chef de l'État qui date de 10 ans. C'est-à-dire, Kribi, goudronner Kribi, Yaoundé en passant par Akom 2. Ça, c'est une forte promesse du chef de l'État. Le chef de l'État ne met pas des vœux, il émet des instructions. Mais pourquoi nous devons questionner pourquoi nous ne sommes pas encore arrivés à ce don pour les populations du Sud? Pour partir du Sud, pour Kribi, vous traversez le centre et le littoral. Jusqu'à quand nous sommes au XXIe siècle? C'est dans le ras-le-bol de ces populations qu'ils ont exprimé. Mais heureusement pour elles, elles ont trouvé une oreille attentive de l'élite qui va répercuter leurs besoins, leurs desiderata au niveau du gouvernement, afin que ce projet, ce joyau puisse voir le jour. Merci. Alors, monsieur Armand Parfait, on a parlé de débloquer 200 millions à la mi-août, justement, pour l'avancement des travaux, notamment concernant l'énergie. Est-ce que cette promesse revient encore peut-être quelque part galvanisée, ou bien ce sont des promesses qui ont toujours été faites et qui n'ont jamais été réalisées? Effectivement, parce que c'est ce qu'il faut craindre. Il est important de repartir aux origines de ce phénomène, parce que lorsqu'Honorable parle de 10 ans aujourd'hui, le problème de cette route date de 1984, du comice agro-pastoral de Bamenda, où il y a un projet de réaliser cette route par rapport au prochain comice qui devait se tenir en 89 à Ebolova. Cela devait permettre deux choses. Permettre aux agriculteurs des régions du littoral, de l'ouest, nord-ouest et sud-ouest, de rejoindre facilement Ebolova. Cela devrait également permettre de désenclaver le bassin agricole d'Ebolova et d'Ambam, qui était à peu près le vivier de la cacao-culture. Maintenant, mais cette route n'a jamais été... effectivement, cela n'a pas été donc fait. Vous savez que le comice avait été renvoyé. Et on a l'impression que le fait que le comice agro-pastoral ait été renvoyé, le projet de la route avait également été mis aux oubliettes. Maintenant, il y a donc eu un paradigme, ce qu'on peut appeler des élections présidentielles. On a eu, en parlant encore en 97, avant la présidentielle,
en 2004, en 2011 et en 2018, jusqu'aux élections législatives où on est venu implanter cette plaque signalétique. Donc, quelque part, nous comprenons quand même le ras-le-bol des populations oui, que soulève Honorable ici tout à l'heure. Même si on peut condamner les méthodes d'ajustement, parce que en République, il y a des façons d'agir ou bien de procéder à des revendications. Et souvenez-vous qu'en 2010, je parle sous le contrôle d'Honorable, les jeunes d'ACOM 2 avaient empêché les manifestations de l'an 28 du magistère du président de la République. Le professeur Anvam Zolo, alors recteur de Ngaoundéré, avait essayé de calmer la situation. Jusque-là, la situation ne s'est pas calmée. Il n'y a eu aucune manifestation à ACOM 2 en 2010. On a même empêché tous les délégués du comité central RDPC de se rendre à ACOM 2 et de faire aucune manifestation. Donc, il est important, lorsque vous posez la question, que cette fois-ci, cela soit réalisé, parce que voyez-vous quand même, c'est 77 km. Lorsqu'on vous dit qu'on a entre ACOM 1 et ACOM 2, pratiquement 60 bourbiers, et qu'on vous dise qu'il faut payer 20 000 francs pour arriver à Kribi pendant près de 10 heures de temps, et on vous dit également que certains compteurs de motos qui sont astucieux, ceux-là prennent l'embranchement même des Bipindi. Donc, ces populations quand même sont très très enclavées. Il faut comprendre leur situation, mais également nous apprécions la réaction également des élites, qui ont réagi promptement et qui comprennent un peu la situation, et nous espérons que ce poème sera réalisé, parce qu'il faut comprendre quelque chose. Cette route, au niveau économique, c'est cette route qui permet de relier le port de Kribi à la Guinée équatoriale, au Gabon et au Congo. Il faut également comprendre que c'est à travers cette route on va exploiter le fer d'ACOM 2. C'est à travers cette route que se trouve la plus grande palmeraie de Vincent Bolloré, qui est sur la Kienke. C'est également sur cette route que se trouve la plus grande plantation de... Nous, soldats de l'armée camerounaise, nous nous engageons à servir notre pays avec honneur et fidélité, à servir partout où besoin se fera sentir et à protéger notre territoire au péril de nos vies. C'est au prix de cet engagement au service de la patrie que les forces de défense et de sécurité tiennent le pari de la paix aux quatre coins du pays, malgré les attaques répétées du groupe Boko Haram dans l'extrême nord, des violences meurtrières des terroristes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que les troubles sécuritaires dans l'est du pays. Un pari de la paix également tenu par le gouvernement, qui, sous l'impulsion du chef de l'État, chef des forces armées Paul Biya, ne ménage aucun effort au quotidien. À travers le ministre de la Défense Joseph Betty Assomo, le gouvernement est sur tous les fronts et sait pouvoir compter sur ses soldats pour maintenir la paix et la sécurité dans toutes les régions. La situation sécuritaire du pays est régulièrement évaluée par le ministre de l'administration territoriale Paula Tanganji au travers des gouverneurs de région pour permettre à l'armée camerounaise d'affûter ses stratégies de défense sur le territoire. Oui, c'est au péril de leur vie que ces militaires, gendarmes et policiers protègent les personnes et les biens. Oui, c'est jusqu'au sacrifice extrême qu'ils défendent l'intégrité nationale. Oui, c'est avec bravoure qu'ils défendent la patrie à qui ils ont juré honneur et fidélité. Oui, c'est grâce à eux que la paix n'est pas juste une vue de l'esprit au Cameroun, mais une réalité. Oui, c'est grâce à eux que la patrie est debout. Malheureusement, ces sacrifices ne sont pas toujours reconnus par les citoyens qui, au lieu de magnifier et encourager nos forces de défense et de sécurité, les méprisent, les calomnient sur les réseaux sociaux, les violentent même dans l'exercice de leurs fonctions. C'est le cas avec les terroristes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, de même qu'à l'extrême nord et à l'est du pays, réduisent à néant leurs efforts, comme si aller au front, c'est comme se rendre à l'épicerie du coin. D'autres vont même jusqu'à tourner en dérision les décès de ces soldats tombés, les armes à la main,
pour défendre la patrie, et ce, au mépris de la douleur des familles éplorées. Les forces de défense et de sécurité ne sont pas nos ennemis, bien au contraire. C'est en application des directives du chef de l'État, chef des forces armées Paul Biya, que ces dernières garantissent la sécurité des personnes et des biens dans les régions où des terroristes mal intentionnés veulent par tous les moyens semer le chaos dans le pays et la désolation au sein des familles. Malheureusement pour ces hors-la-loi, le Cameroun restera debout, un et indivisible contre vents et marées. Les populations gagneraient donc à collaborer sainement avec les forces de défense et de sécurité, les encourager, les protéger, pourquoi pas, pour que jamais notre pays ne soit à feu et à sang et que vive la paix, la sécurité et l'harmonie entre frères camerounais que nous sommes. Les forces de défense et de sécurité sont là pour protéger les populations, les biens et les personnes. Alors on parle de paix, armée-nation. Monsieur le député, vous avez vu ce documentaire hommage, on rend hommage aux forces de défense et de sécurité du Cameroun. Nous avons quelquefois aussi quelques remous dans les réseaux sociaux où quelquefois nous sortons du 1er octobre, la réunification des deux Camerouns. On a vu des jeunes Camerounais, des jeunes citoyens camerounais originaires de la région du nord-est du sud-ouest et quelques membres de la diaspora venir parler mal quelque part, mettre en mal l'armée camerounaise. Est-ce quelque part aussi des dérives qu'on rencontre chez certains citoyens camerounais qui quelque part se sentent un peu délaissés par le gouvernement? Non, je dirais que c'est vraiment dommage et regrettable lorsque des compatriotes peuvent peindre en noir notre armée. Sans elle, aucune cohésion sociale, aucune paix n'est possible. Ce que nous sommes en train de vivre dans nos deux régions est vraiment regrettable, comme je le disais tantôt. C'est d'autant plus que l'État, dans sa responsabilité de protéger, on ne sait pas jusqu'où elle peut aller. L'internationaliste va un peu s'appesantir dessus, un peu plus. Parce que les trois piliers qui consacrent cette pratique nous enseignent que le premier pilier de protection incarne à l'État, dans la protection de ces populations. Le deuxième pilier revient à la communauté internationale qui doit assister l'État dans cette protection. Le troisième pilier intervient lorsque l'État est manifestement dans l'impossibilité de protéger cet État, que la communauté doit prendre ses responsabilités. Dans le cas d'espèce, nous sommes encore au premier pilier, où l'État a encore les coups de franche, la même mise sur la protection, la sécurité et la sécurité de nos populations. Maintenant, il y a des dérives. Nous sommes dans une guerre asymétrique où on ne connaît pas l'ennemi. L'ennemi peut intervenir de moments inopportuns, c'est-à-dire il vous surprend et il disparaît. Le général Piti, comme on l'appelle, trivialement, peut intervenir et surprendre nos forces de maintien de l'ordre. Maintenant, qui a eux de revoir leur stratégie pour maintenir la paix et la cohésion sociale dans ces deux régions. Alors, monsieur Armand Parfencha, on parle de population qui pourrait aider peut-être les forces de défense et de sécurité. On a vu les comités de vigilance, par exemple, à l'extrême nord avec Boko Haram. Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée-nation peut réellement fonctionner? Il faut bien que l'armée-nation fonctionne parce que il faut comprendre quelque chose. On gagne toujours une guerre avec la population. On ne peut pas gagner une guerre sans la population. Pourquoi? La population doit pouvoir participer au renseignement. La population doit pouvoir épouser le combat, l'idéologie même. Lorsque vous rentrez dans le début du combat et de la guerre contre Boko Haram, si on a pu vaincre Boko Haram, c'est parce que on a combattu avec l'apport de la population, c'est-à-dire avec la population et dans la population. Donc, par exemple, face au conflit du Nozo que nous connaissons actuellement, il est très très important qu'il y ait ce mariage collaboratif de la population parce que non seulement au niveau du renseignement, mais également lorsque la réorientation objective et stratégique de notre armée que le ministre de la Défense et que la hiérarchie
militaire a souhaité, c'est parce que nous avons constaté, par exemple, qu'il y a un problème d'idéologie. Il y a maintenant des forces intégristes, par exemple, qui ont intégré, certainement avec certaines connivences locales au niveau de la population pour très facilement faciliter ce ravitaillement et l'établissement des bases arrières. Donc, il est très très important qu'il y ait ces liens, mais également, vous savez, l'armée camerounaise est une armée très professionnelle. S'il y a quelque chose qu'il faut reconnaître sur le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, nous devons les accepter, nous devons booster leur morale. Ces forces s'éveillent et s'évertuent au jour le jour pour à la fois protéger l'intégrité territoriale du Cameroun, les populations, c'est-à-dire nous autres et les biens. Mais un autre aspect est même très très important. Quand vous observez cette armée, quand vous regardez le classement stratégique des armées africaines de 2021, vous voyez que ce n'est pas une armée belliqueuse, c'est une armée purement professionnelle. Cela est reconnu même sur le plan international. La plupart des officiers supérieurs, des sous-officiers africains, et même d'autres continents sont formés au Cameroun, et ce depuis des années. Vous allez voir, dans ce classement, par exemple, on tient compte des invariants et des ingrédients comme le budget, les effectifs, l'armurerie. Vous allez voir, il y a, à partir de la 6e position, vous posez des questions. Vous retrouvez l'Angola en 8e position. Vous commencez à avoir des pays comme le Soudan. Vous retrouvez des pays comme le Kenya, la Libye, qui sont pourtant des pays moins peuplés et même en difficulté. Vous retrouvez notre armée vers la 13e et 15e position. Ça veut dire que c'est une armée qui est là pour encadrer la population. Aujourd'hui, les deux conflits qu'elle connaît avec Boko Haram depuis pratiquement les années 2000 et le conflit du Nozo depuis pratiquement 5 ans, ce sont des conflits qui lui sont imposés. Alors, comment ne pas soutenir notre armée, mais également au niveau de cette décadence sociale que nous observons depuis un certain temps, où les populations s'en prennent aux forces de défense et de sécurité, aux forces de maintien de l'ordre. Cela doit cesser. Il est bien vrai que sur le plan socio-anthropologique, cela peut être étudié comme un certain ras-de-bol. Mais les populations doivent reconnaître quelque chose. L'armée est un reflet des emblèmes de l'État et des symboles. Alors, lorsque vous vous attaquez déjà aux forces de défense et de sécurité, aux forces de maintien de l'ordre, automatiquement, cela voudrait dire que vous vous attaquez à l'État. Donc, nous devons encourager notre armée et le lien armée-État-nation, très cher au président de la République. Il faut suivre toutes les sorties, tous les discours du président de la République. Il tient toujours à cet aspect, à cette rhétorique-là. D'accord. Nous allons rester dans le domaine de la sécurité avec ce reportage. Nouvelle société de gardiennage, le MINAT donne les orientations. C'est un reportage de Laurent Patrick Ambara. Ils sont désormais 25 sociétés de gardiennage agréées par l'État camerounais. Le chef de l'État, Paul Biya, signe un décret le 2 février 2021 portant agrément de 16 nouvelles sociétés de gardiennage. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, dans ses missions régaliennes, à savoir encadrer l'exercice des libertés publiques et assurer le maintien de l'ordre public, entre autres, instruit au patron de ces nouvelles entités le respect scrupuleux de la loi qui encadre ce secteur d'activité. Il est important de savoir que le contrôle sera désormais plus rigoureux sur le terrain. Les promoteurs de sociétés de gardiennage devront payer leurs impôts, régulièrement affiler le personnel à la CNPS et payer leur personnel suivant la convention que nous connaissons tous. Nous savons qu'il y a beaucoup de difficultés avec la pandémie Covid-19 et nous avons constaté qu'il y a des sociétés qui sont lourdement engagées. D'après le rapport que nous avons, il y en a qui ont 8, 9, 12 mois d'arrêt de salaire. Vous savez que dans nos conventions, le simple fait de défaut de paiement de salaire ou de cotisation à la CNPS ou le règlement des impôts à temps, que ces dysfonctionnements peuvent entraîner la suspension de votre activité.
Donc nous avons pensé qu'il était utile pour nous de discuter avec vous et de vous donner des orientations parce qu'il y aura entre autres un cahier de charges où chacun devra signer prenant l'engagement, n'est-ce pas, de respecter scrupuleusement nos lois. D'un ton ferme, Paul Atangandji prescrit l'examen minutieux des dossiers avant le recrutement au sein des différentes structures. Il y a beaucoup de précautions que vous devez également prendre dans le recrutement de votre personnel. Ceux qui ont été arrêtés, par exemple, condamnés pour vol à main armée, braquage et autres, ne pourront plus faire partie de votre personnel. Donc, vous devez recruter les Camerounais qui ne sont pas de moralité douteuse. Sur le plan pénal, les promoteurs ont des responsabilités. Il faut faire très attention en ce qui concerne les recrutements. Parce que dorénavant, vous êtes pénalement responsable pour des problèmes de vol et les problèmes de dysfonctionnement qui sont causés par les gens recrutés par vous. Donc avant de recruter votre personnel, prenez le temps, n'est-ce pas, de bien l'interroger. Il y a les enquêtes de moralité, il y a les extraits de casier judiciaire. C'est impératif. Ces échanges fructueux entre Paul Atangandji et les promoteurs des structures de gardiennage se tiennent le jeudi 30 septembre 2021 dans la salle des conférences du MINAT, en présence de Yves Christian Edouaïfa, secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et des élus de la nation. 16 nouvelles sociétés de gardiennage ont été mises sur pied et avec le concours du MINAT, le ministre Paul Atangandji qui demande beaucoup de rigueur et notamment concernant le recrutement. Alors il a parlé de payer les impôts, payer la CNPS, de payer justement le salaire de chaque employé. Avec ces 16 nouvelles sociétés de gardiennage aujourd'hui, on pense que peut-être la sécurité sera mieux gérée et mieux régentée. Alors monsieur le député, aujourd'hui nous avons des sociétés de gardiennage qui emploient quelquefois aussi des personnalités, des personnes à moralité douteuse. Avec justement cette nouvelle loi, est-ce que vous pensez que le MINAT a pu justement jeter l'opprobre face à justement cette société de gardiennage? Oui, Odile, voyez-vous, ne perdons pas de vue qu'une société de gardiennage est une entreprise à but lucratif. Ça veut dire quoi? C'est une société qui est appelée à faire des bénéfices. Mais maintenant, comme nous avons des hommes d'affaires, des entrepreneurs, parfois aussi véreux, vous allez trouver certains qui recrutent comme ça, sans enquête de moralité. Donc cette loi est donc la bienvenue pour encadrer dans l'exercice de gardiennage. Parce que l'armée ne peut pas tout faire. L'armée ne peut pas sécuriser toutes les entreprises, ne peut pas sécuriser tout le monde. Maintenant, on a besoin de ce pan d'activité pour apporter un plus à la sécurité et à la sûreté des personnes et des biens. Maintenant, lorsque un promoteur de société de gardiennage est appelé à opérer un recrutement, la première des choses, c'est la moralité de la personne recrutée. Maintenant, la société aussi, dans le contrat qu'elle engage, qu'elle signe vis-à-vis de la personne, doit respecter ses engagements, notamment le paiement de ses impôts, l'affiliation du membre à la CNPS et le reversement de ses cotisations. Parce que le ministre a évoqué justement des sociétés de gardiennage qui font 12 mois, 13 mois sans payer justement leurs employés. C'est une injustice. L'homme doit vivre de son travail. Si vous travaillez et que vous n'êtes pas rémunéré, voyez-vous, vous allez envoyer vos enfants comment? Vous allez les nourrir comment? Donc il est de bon ton que chacun respecte ses engagements. Autant l'employé le respecte en faisant de bonne foi son travail, autant l'employeur aussi souscrit à ses engagements. Tu ne peux pas travailler sans salaire. Tu ne peux pas ne pas affilier quelqu'un à la CNPS, autant donné que si tu travailles dans ta jeunesse avec ta force et ta vigueur, le moment venu de ta retraite, tu vas vivre comment? C'est cette cotisation, donc, lorsque l'employeur a respecté ses engagements, que toi aussi tu vas préparer tes vieux jours. Au cas contraire, ça sera vraiment une véritable vie de misère. Merci. Alors, monsieur Armand Parfait, on parle justement d'individus de bonne moralité. Est-ce qu'aujourd'hui, les sociétés de gardiennage, avec ce chômage qui est justement observé déjà dans nos sociétés, on peut avoir des individus de bonne moralité ou bien ce sont des affinités que peut-être les employeurs ont avec peut-être leurs amis, les membres de leur famille, entre autres?
On devrait avoir des individus de bonne moralité. C'est pour ça qu'il faut apprécier l'ingénierie administrative du MINAT. Moi, je salue, il faut féliciter le ministre de l'administration territoriale parce qu'administrer, c'est prévoir, c'est à travailler dans la perspective. Il ne faut pas toujours attendre quand ça se passe mal. Alors, c'est un problème, il pose un problème de souveraineté qui engage la sécurité et la sûreté parce que les mêmes missions, comme le député venait de le dire, l'armée ne peut pas tout faire. Il faut également donc ces paramilitaires, c'est une sorte de paramilitaires qui doivent veiller aux mêmes missions que l'armée, c'est-à-dire qu'à la fois protéger, c'est pour ça qu'on parle de bonne moralité, les personnes et leurs biens, veiller également à cette sécurité-là. Donc, c'est très important. Le moral de l'agent de sécurité doit être au beau fixe. Il faut qu'il soit payé. Il faut bien que, sinon, il ne peut pas mieux exercer son travail et nous n'assisterons pas à ces incuries auxquelles nous faisons souvent face de temps en temps. Mais également, lorsque le MINAT soulève ce cahier de charges, ce sont les choses auxquelles ils doivent subvenir. Parce que la plupart de ces sociétés ont des contrats avec des particuliers ou bien des entreprises. Donc, ils doivent s'astreindre et ils doivent respecter ces cahiers de charges-là. Maintenant, au niveau des individus de bonne moralité, c'est important. Vous avez suivi, il a rappelé là qu'il ne faudrait plus recruter, par exemple, ceux qui ont été en indélicatesse avec, par exemple, des braquages et autres. Cela est très, très important par rapport à l'esprit de bonne moralité, à la probité morale même, mais également pour éviter certains dérapages qui pourraient survenir plus tard. Donc, je pense qu'il a tracé un canevas qui désormais doit donc être respecté. Si il y a toujours eu ce clientélisme, lorsque vous soulevez, vous posez votre question, c'est-à-dire que recruter, il peut y avoir du népotisme, le favoritisme, recruter ceux qui nous sont proches, parfois ne pas procéder à ces enquêtes de moralité, dans la composition des dossiers, ne pas avoir par exemple ces extraits de casier judiciaire. Désormais, donc, ils ont été rappelés à l'ordre et le canevas est tracé. Ils doivent tout faire pour que tout cela soit respecté, afin que dans la société, qu'on ne connaisse plus cette hausse croissante de ces actes banals auxquels nous assistons tous les jours. Nous allons continuer avec le reportage suivant qui concerne justement l'indépendance du Cameroun. 1er octobre 1961, 1er octobre 2021, 60 ans déjà. C'est un reportage de Francine Ateba. C'est une date historique pour notre pays. Et ça me rappelle la date de l'indépendance et de la réunification entre... Le 1er octobre 1961, une date qui délie les langues. Découvert en 1472 par les Européens, les Portugais arrivés à Douala baptisent l'emblématique fleuve débordant de crevettes Rio dos Camarões. Il s'agit du Vouri. Le Cameroun est sous protectorat allemand en 1884, avec le drapeau allemand hissé sur le plateau Jos à Douala. Dès lors, le Cameroun devient une colonie allemande. À la fin de la Première Guerre mondiale, le Cameroun se divise en deux. Le Cameroun sous mandat britannique et le Cameroun sous mandat français. Le 1er octobre représente donc la réunification des deux colonies. Donc sur le plan symbolique, donc, le 1er octobre représente la réunification d'un territoire qui a été arbitrairement divisé contre sa volonté, qui a été violé par les colons. Après la date du 1er octobre 1961, le Cameroun connaît une avancée considérable. Une avancée considérable avec une nouvelle constitution qui fait désormais du Cameroun un État unitaire décentralisé. Placé sous mandat puis sous tutelle, respectivement de la France et de l'Allemagne, le 1er octobre 1961 est une date importante qui marque non seulement l'indépendance du Cameroun anglophone, mais aussi et surtout la réunification des deux Camerouns dans l'État unitaire. L'indépendance du Cameroun marquée par cette date du 1er octobre. Alors, monsieur Mbeyo Josué, aujourd'hui on parle de 60 ans déjà. Est-ce que vous pensez que le Cameroun aujourd'hui, qui a été sous protectorat et sous mandat allemand, est justement libre? On parle d'indépendance.
Naturellement, le Cameroun est un État souverain, c'est un pays souverain. Oui. Malgré les soubresauts que nous vivons dans nos régions du sud-ouest et du nord-ouest. Oui. Mais le Cameroun reste un pays debout, de par sa souveraineté. La cohésion règne, la paix règne, malgré... les revendications qu'on constate au nord-ouest et au sud-ouest concernant justement ces territoires qui ont été divisés et séparés. C'est l'histoire. L'histoire nous enseigne que le Grand Cameroun était un. Et maintenant, lorsque le colon est arrivé, c'est lui qui a trouvé, qui a amené la division au Cameroun. C'est-à-dire, il y a eu le Cameroun méridional, le Cameroun occidental, et puis est arrivée la réunification en 61. Donc les peuples camerounais, tous, ont toujours vécu en parfaite harmonie, en parfaite symbiose, sans toutefois ébranler notre cohésion, le tissu social. C'est vrai, il y a des revendications au nord-ouest et au sud-ouest qui sont naturelles, qui sont tout à fait légitimes, parce que ce dont ils revendiquent au nord-ouest, vous avez mis un reportage tout à l'heure, les populations du sud aussi en ont des problèmes. Les problèmes sont partout. Les problèmes sont partout. Mais la chance qu'on a, c'est que nous avons un chef d'État qui, à travers son bâton de pèlerin, parvient encore à gérer notre pays. D'accord. Alors, 60 ans de souveraineté aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? 60 ans de souveraineté, la nation, vous savez, la construction d'une nation est un processus. Nous devons nous arrêter à chaque fois pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, puisque par exemple aujourd'hui nous connaissons des problèmes dans ce qu'on peut appeler ce mariage qui a été scellé avec nos frères de notre communauté en 61, suite à des revendications que moi je qualifie des primordialismes, sont des primordialismes communautaires que nous devons pourtant gérer, tout simplement parce que avant ces deux entités anglo-françaises qui ont colonisé le Cameroun, bien avant, nous avions le Cameroun allemand, qui était même appelé New Cameroun, à l'époque du New Cameroun, qui englobait encore une grande partie de certains pays de l'Afrique centrale, notamment la RCA, Guinée équatoriale, Congo et autres, et Gabon. Cela fait que aujourd'hui, nous devons comprendre que la diversité linguistique est plutôt un atout et un avantage pour le Cameroun. Vous voyez, au monde, le Cameroun est l'un des rares pays à appartenir à la fois au Commonwealth, mais également à la francophonie. Les revendications, les primordialismes au niveau de la nation, nous devons les domestiquer. La domestication passe par exemple à certaines solutions que je pense le gouvernement a commencé à apporter après des revendications lors du grand dialogue national. Et par exemple, le statut spécial qui a été conféré à ces deux régions, maintenant avec la mise en place le parachèvement de la décentralisation avec le dernier édifice, avec les conseils régionaux. Nous devons être un peu plus patients, observer les résultats de cette mise en place qui certainement vont amener un peu plus d'accalmie, mais également au niveau national, toutes les entités constitutives d'une nation comme la nôtre doivent travailler à ce qu'au fur et à mesure, que ce ne soit pas uniquement les pouvoirs publics aujourd'hui. Nous avons par exemple le Sénat, nous avons le conseil régional, nous avons les conseils municipaux, avec toutes ces décentralisations, que de manière progressive, toutes ces entités constituantes nationales participent à l'édification réelle d'une véritable nation qui est un processus. Mais dans le jugement, il faut être quand même indulgent, parce que vous voyez, 60 ans, 61 ans, c'est pas si ancien que ça. Nous avons des nations qui peut-être ont un destin à peu près comme le nôtre. L'Allemagne, nous irons peut-être en Europe, la France, les États-Unis, ça fait des siècles qu'ils sont en construction permanente. Donc, dans le jugement, nous devons être un peu plus patients, mais conscients
à ce que chacun doit participer à l'édification de la nation camerounaise. Merci. Nous allons passer au dernier reportage. Traduction, une sensibilisation accrue sur le métier. C'est un reportage de Carlos Sivina. Unis dans la tradition, telle est la thématique de la Journée internationale de la traduction célébrée ce jeudi 30 septembre 2021. Les travaux y afférents se déroulent à la salle des conférences du ministère de la Justice de Yaoundé sous la coordination du ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Jean de Dieu Momo, en présence de plusieurs de ses collaborateurs. De par sa profession, le traducteur est un intermédiaire entre deux interlocuteurs qui parlent deux langues différentes. Il sert de pont pour transmettre le message d'une langue à une autre. Et pour cela, il a un rôle très important parce que s'il n'établit pas ce pont, deux communautés de cultures et de langues différentes ne pourraient pas se comprendre. Le métier se porte plus ou moins bien dans la mesure où le nombre de traducteurs est encore très réduit. Le président de la République, Paul Biya, faut-il le rappeler, ne cesse de promouvoir l'usage du français et de l'anglais qui sont des instruments par excellence du vivre ensemble et de l'intégration nationale. Et plus récemment encore, la promotion des langues nationales au Cameroun. Créé par le décret numéro 2017/13 du 23 janvier 2017, salue à nouveau le représentant de cette commission. Plus récemment également, la loi numéro 2019/19 du 24 décembre 2019 sur la promotion des langues nationales au Cameroun a été promulguée par le chef de l'État. Le ministère de la Justice passe ainsi d'un bureau de traduction à une unité de traduction dans laquelle travaillent des traducteurs et interprètes professionnels. De 2019 à nos jours, 33 jeunes traducteurs se déploient dans les différents tribunaux sur haute instruction du chef de l'État. De 2019 à ce jour, 33 jeunes traducteurs ont été affectés dans nos tribunaux sur haute instruction du président Paul Biya. Cette dynamique, qui va sûrement se poursuivre, nous permet d'affirmer sans équivoque que le bilinguisme est une réalité qui se renforce progressivement et régulièrement dans nos tribunaux également. Prennent également part à ces travaux le secrétaire général du ministère de la Justice, Fé Hélène Kwanga, la représentante de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, Njo Ngondé Tiki Mbappé, et Michel Ange Angoui, conseiller technique au ministère de la Justice. La promotion des langues nationales mise en exergue à cette journée de la traduction avec pour thème uni dans la traduction. Alors, monsieur le député, on sait que chez vous, il y a des traductions, on a les traducteurs interprètes qui sont toujours présents à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, la promotion des langues est justement ce canevas qui justement régit certains individus et certaines tribus? Odile, je vais d'abord tirer un coup de chapeau aux managers de l'Assemblée, ceux qui ont en charge d'animer cette institution. Vous savez que la coutume, la pratique, les usages là-bas sont de mise. Les deux langues, le français et l'anglais, sont couramment parlées. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on n'est pas à même d'avoir accès à l'autre langue, le traducteur fait son travail. C'est vraiment d'actualité et de pointe. Parce qu'au niveau du matériel, ils ont tout. J'invite les autres administrations à copier cet exemple. Parce que le Camerounais du XXe siècle ne doit plus avoir cette difficulté. La langue ne devrait plus causer une barrière, que ce soit le français ou l'anglais, couramment parlé ou pas. L'usager doit être à même d'être servi dans les deux langues. D'accord. C'est ce qui veut dire que le traducteur, au-delà de ce travail de traduction, a aussi besoin d'une autre promotion parce qu'il ne peut pas rester focalisé ou cantonné à la seule traduction. Ils veulent être aussi des managers, pourquoi pas. C'est donc, j'ai suivi la présidente de leur corporation lorsqu'il faisait cette table ronde, qui voudrait que le traducteur aussi se sente à l'aise dans son métier et aller ne plus se limiter
au seul devoir de traduction, mais de manager. D'accord. Alors, Monsieur Armand Parfencha, vous qui êtes internationaliste, on va y arriver. Que pensez-vous aujourd'hui des langues nationales? On fait la promotion des langues nationales. Néanmoins, c'est ce qui régit et ce qui importe toujours dans justement les conflits qui se passent au Cameroun entre le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a toujours ces histoires de traduction. On a eu le cas avec le plan comptable Ouada, par exemple. Oui, effectivement, parce que le véritable problème, il faut apprécier l'évolution qui est faite depuis un bon moment, parce que cette profession de traduction, c'est pour ça quelque part, je pense que la chef Selcom du ministère de la Justice a oublié de nuancer un peu tout à l'heure. C'est cette perception qu'il y avait de la profession, c'est-à-dire que c'était presque un interprète. Parce que bien avant, c'est une profession qui était beaucoup plus représentée dans les chancelleries parlementaires, toujours, mais également les ministères de souveraineté et les ministères à projection internationale, c'est-à-dire par exemple les ministères des Affaires étrangères, avec les ministères de l'administration territoriale. Mais depuis un certain temps, il y a une certaine libéralisation de cette profession. Moi, j'apprécie énormément parce que je vois de plus en plus d'instituts, même privés, de formation des traducteurs, mais également les mesures structurelles apportées par le président de la République dans le cadre de la résolution du conflit anglophone. Les premières mesures ont constitué, par exemple, à cela, c'est-à-dire, par exemple, la traduction de cet acte Ouada dont vous évoquiez tout à l'heure. Mais il y a un autre aspect qui est très très important. Il faut cette sensibilisation doit se poursuivre. Pourquoi? Parce que beaucoup ne maîtrisent pas cette profession et ne maîtrisent pas les enjeux, les ouvertures, les intérêts. C'est une profession qui est d'abord très très rémunératrice. C'est-à-dire que comme aujourd'hui, c'est d'abord ils font partie de la corporation, du fonctionnariat, mais également c'est un travail qu'ils exercent à titre privé et donc le gain leur revient d'abord immédiatement. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans des ministères à projection internationale, vous le constatez et c'est une profession très très prestigieuse puisque ils sont sollicités presque à tout moment. Maintenant, au niveau des langues nationales, comme lorsque vous posez la question, il est important de rappeler toujours que toute culture, ce qui caractérise une culture, c'est son ouverture. Et nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire. Il est important à la fois d'accompagner l'évolution des langues nationales et de leur enseignement au niveau, cela se fait même déjà au niveau des écoles et des instituts, et je pense que ça va se faire de manière graduelle, mais également au niveau de la traduction, amener également les Camerounais, puisque nous sommes une nation bilingue, à être multiculturelle et multiculturelle. Voilà même pourquoi, lorsque j'évoquais le problème des primordialismes ici tout à l'heure, je pense que le parlementaire ici a dit quelque chose qui est très important. On revendique au sud, on revendique à l'est. C'est pour ça que j'ai traité le cas anglophone. C'est une expression que je n'aime même pas employer. Je l'ai traité de revendication primordialistes. Ce sont des primordialismes que la République est chargée tout simplement de domestiquer. L'aspect linguistique s'est imposé à nous dans le parcours de l'évolution de notre nation suite à l'héritage colonial. D'accord. Merci. Merci d'être passé chez nous, Monsieur Mbeyo Josué. C'est moi qui vous remercie. Merci, Monsieur Armand Parfencha. Je vous remercie, le plaisir partagé. Nous restez sur les programmes d'Info TV. Nous arrivons au terme de cette édition. On dit merci à toute l'équipe technique qui s'est pliée en 4. On remercie le superviseur général Dieudonné Vin. On vous dit bon appétit si vous êtes à table et puis on se dit à dimanche prochain. Et puis bonne journée. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité,
24 heures sur 24.